bonjour à tous, bienvenue, merci de vous installer. On est très heureux que vous soyez là avec nous aujourd'hui pour cette session où l'on va parler du réveil des consciences écologiques. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cette question en ce moment, elle est très importante dans le débat public. On a eu évidemment des grèves pour le climat, des actions militantes. Bref, la société civile se réveille sur ces questions, mais pas qu'elle, également les entreprises, les partis politiques. Alors, comment répondre justement à ce réveil des consciences écologiques? C'est ce qu'on va voir avec nos intervenants. Pour en parler avec nous, la coordinatrice de cette session, elle est à l'autre extrémité, Claudia Sénic. Vous êtes professeure à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris. Vous êtes également membre du Cercle des économistes et directrice de l'Observatoire du bien-être. Également avec nous, nos intervenants, Immaculate Achuzamiz, activiste Climate, Rise Up Movement. À côté de vous, Laurent Germain, vous êtes directeur général d'Egis. Jacques Lepape est à côté de vous, président de CCR. Et enfin, à côté de moi, c'est Lizzie Wee McDade, qui est membre du conseil d'administration de The Green Connection. Alors Claudia, on va démarrer avec vous. Vous allez en quelque sorte planter le décor. Un des principaux chapitres de votre rapport annuel qui est sorti il y a quelques semaines justement porte sur la prise de conscience de ce problème écologique et l'impact que cela a sur le moral des Européens. Vous allez nous parler finalement de cette éco-anxiété qu'on voit poindre en ce moment et en même temps de cette éco-action quand même qui l'accompagne, parce qu'il y a quand même les deux en même temps, on va dire. Hein. Et quelles sont les réponses qu'on peut y apporter? Est-ce que c'est l'éco-décroissance, l'éco-modernisation? Vous allez nous dire donc quelles sont vos thèses. On vous écoute. Merci beaucoup. Alors, je pense que l'être humain a l'habitude de vivre sans un horizon très long, avec une sorte de voile qui obscurcit ou opacifie l'avenir. Donc on est assez court-termiste en général. Et c'est peut-être lié tout simplement à la condition humaine, qui est qu'on n'a pas envie de penser tous les jours aux choses désagréables qui nous attendent, à notre finitude. Et donc on a l'habitude de faire ça, y compris pour les évolutions de long terme de notre vie et du monde. Mais là, en ce qui concerne le dérèglement climatique, le réchauffement climatique et tous les problèmes de la planète, le voile a fini par se déchirer. Et en fait, quand on regarde les enquêtes, notamment sur les préoccupations des gens, par exemple la grande enquête internationale conduite par Gallup tous les ans dans le monde entier, eh bien on voit qu'en 2018, même avant le Covid en fait, la préoccupation qui devient la plus importante, ça devient la préoccupation du dérèglement climatique. Avant, c'était toujours, notamment en France aussi. En France, il y a une enquête au long cours conduite par l'IRSN. Quelle est la préoccupation des Français? En 2018, c'est plus le pouvoir d'achat, le chômage, etc. C'est vraiment le dérèglement climatique. Et parmi toutes les formulations, c'est pas le réchauffement, la disparition des espèces animales, etc. C'est vraiment le dérèglement, cette notion qui traduit une idée de risque et d'incertitude. On ne sait pas ce que ça va donner, c'est déréglé, on ne sait pas où ça va. Alors cette conscience du dérèglement climatique et cette vision d'un avenir inquiétant crée des émotions, effectivement. Donc on appelait ça solastagie ou éco-anxiété. Et surtout chez les jeunes, parce qu'ils en seront les premières victimes, mais aussi parce que ça les atteint à un moment de leur développement psychologique, cette sensation d'être anxieux face à quelque chose qui nous menace et pour lequel on ne peut rien faire parce que l'échelle nous dépasse. Et ça crée énormément de troubles, de dérèglements, de dépression, d'anxiété, etc., bien documentés par les psychologues. Donc face à cette éco-anxiété, les psychologues même recommandent d'essayer de passer à autre chose, en passant par une étape qui est désagréable pour eux et pour les autres, qui est l'éco-colère. C'est-à-dire qu'en fait, la colère, c'est une réaction face à cette anxiété qui nous enjoint de se mobiliser et de se mettre à agir pour essayer de préserver l'environnement, de lutter contre le réchauffement climatique, etc. Et on voit que, effectivement, la majorité des gens, des jeunes et des Français disent maintenant dans les enquêtes, 2/3 des gens disent qu'ils ont maintenant commencé à adopter des actions de préservation de l'environnement. Alors quoi par exemple Alors les pratiques concernant l'alimentation, le transport, l'utilisation des ressources, etc. Donc évidemment, on sait bien que le problème doit être pris plus haut par la politique de recherche, d'investissement dans les infrastructures, etc. Mais au niveau de l'individu, on a besoin, utile ou pas, de toute façon, on a besoin d'agir pour lutter contre quelque chose qui nous inquiète. Et donc, je pense que c'est quand même aussi utile que l'action se fasse à tous les niveaux, aussi bien au niveau macro et gouvernemental qu'au niveau micro individuel.
Merci beaucoup, Claudia, pour cette introduction. So, I'm Michael Atuzami. Do you want to speak about gender justice in sociological awareness, global leaders and company in support of the AI COP? And Est-ce que vous pouvez nous parler des activistes dans la prise de conscience environnementale? Merci. Merci, Isabelle. Je vais essayer de parler très près du micro, s'il vous plaît. Merci. Dans nos efforts et nos stratégies pour justement une meilleure prise de conscience écologique, souvent les femmes sont exclues parce que les stéréotypes, dans la plupart des pays d'Afrique, finalement, les femmes sont laissées de côté. Les femmes dépendent justement des ressources naturelles, de la biomasse pour l'énergie, de l'eau par exemple, et au niveau de l'agriculture par exemple. Alors ceci concerne beaucoup les femmes, mais tout le changement climatique a un effet énorme sur le changement climatique. En tant que femme, on doit assurer la survie de nos familles pour ce qui est de, par exemple, la cuisine, pour le côté sanitaire et finalement des eaux saines et puis la santé. Et ceci a beaucoup d'impact sur l'environnement naturel. Ces activités et ces engagements nous ont laissé, nous les femmes, c'est nous qui avons la meilleure connaissance des écosystèmes, sur la gestion des ressources naturelles. Et on a cette expérience. Ça pourrait être utilisé justement pour améliorer la prise de conscience de l'environnement. De plus, dans ces discussions sur cette prise de conscience, surtout dans nos pays, le sujet de... Vous savez, bon, donc il faut couvrir tous les sujets de la durabilité. Bon, les COP. Les COP, en fait, c'est un pipeline qui va couvrir 1450 km, vous savez, de total, dans l'ouest de l'Ouganda jusqu'en Tanzanie, finalement. Et ce pipeline va affecter le climat, la biodiversité et les environnements protégés, finalement. Donc, ce pipeline est très important. Il y a 500 puits qui vont être creusés et la plupart sont dans un parc naturel qui héberge de nombreuses espèces de vie sauvage et ceci va affecter notre industrie touristique. Un tiers de la longueur de ce pipeline va être construit dans le bassin du lac Victoria où près de 40 millions de personnes dépendent de cette ressource pour l'eau potable et la production alimentaire. Alors, le fait de construire un tel pipeline par la Tanzanie à Ghana avec l'aide de Total Energy, vraiment, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin au niveau de la planète, parce que ça va affecter l'écosystème et le monde dans son ensemble. Alors que nous en parlons aujourd'hui, 178 villages en Ouganda et 331 villages, je crois, en Tanzanie ont été déplacés. Et ceci ça s'est traduit par la perte de maisons, a rompu les liens familiaux, etc. La prise de conscience écologique n'est pas durable en tant que telle. Il doit y avoir un certain degré de responsabilisation de la part des pays, de la part des entreprises et des individus en général, surtout lorsque les profits dominent, sont plus importants que les personnes. Au vu de ces injustices, c'est à nous, les militants de l'environnement, le seul phare qui reste dans l'espoir, permettre justement de créer l'espoir, de maintenir l'espoir pour ces populations affectées. Pour tous les activistes, les militants de l'environnement, s'il vous plaît, continuez à parler, continuez à vous exprimer. Merci. Et concevoir, exploiter des infrastructures et des bâtiments intelligents qui répondent justement aux défis liés à cette urgence climatique qu'on constate aujourd'hui et qui vont permettre d'aménager finalement le territoire, faire un aménagement qui soit équilibré, vous le voulez durable, vous le voulez résilient. Donc finalement, on va dire que de par votre métier, vous êtes déjà en plein dans ce thème du réveil des consciences écologiques.
Oui, absolument. On est aujourd'hui au milieu d'une situation très paradoxale et qui explique probablement aussi une partie de cette colère et du thème que vous évoquez du réveil des consciences écologiques. Pourquoi? Parce que la population mondiale va augmenter de 2 milliards d'ici à 2050. Pour loger cette population, pour que cette population puisse se déplacer, il va falloir construire évidemment des bâtiments publics, des bâtiments résidentiels, il va falloir construire des infrastructures. Or, les bâtiments et les infrastructures sont responsables aujourd'hui de plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, quantitativement, dans les 20 prochaines années, le nombre de ces bâtiments et de ces infrastructures va augmenter et donc les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter. Or, tout le monde, que ce soit les gouvernements, les collectivités territoriales, les entreprises, prennent des engagements de réduction de ces gaz à effet de serre. Et donc, comment est-ce qu'on résout le paradoxe d'une tendance qui est à la hausse et d'engagements qui sont à la baisse? Eh bien, ce sont les ingénieurs qui ont la clé, entre guillemets, de la résolution du paradoxe, qui est de construire, de concevoir d'abord, puis de construire des infrastructures qui soient beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Au sein des GIS, 70% des projets qu'on fait, des projets de bâtiments, des projets de routes, des projets de rails, aujourd'hui sont éco-conçus. C'est-à-dire que nos ingénieurs, dans les travaux qu'ils réalisent, se demandent à tout moment quelle est la solution technique, quel est le matériau à utiliser qui minimise l'impact sur l'environnement, avec de réels impacts. La rénovation, par exemple, que nous avons conçue du plus grand lycée de France, qui est à Rennes, à Bréquigny, grâce à l'éco-conception, a permis de réduire de 60% la consommation énergétique de ce bâtiment. Donc les solutions techniques existent et c'est un enjeu absolument majeur. Mais évidemment, la population aujourd'hui ne le constate pas. Aujourd'hui, ce que la population constate, c'est que 2022 a été l'année record en matière d'émissions de gaz à effet de serre, avec plus de 30 gigatonnes de CO2 qui ont été émis, record historique. Le mois de juin a été le mois le plus chaud sur la planète, avec 17 degrés en moyenne. Et donc, il y a un hiatus entre les discours qui sont tenus, les engagements qui sont pris, et je dirais ce qui est constaté sur le terrain, dans la réalité. Mais il faut évidemment faire confiance aux entreprises, et en particulier aux entreprises d'ingénierie et de construction, pour trouver les solutions techniques qui vont permettre d'être beaucoup plus respectueux de l'environnement à l'avenir. Merci beaucoup, merci Laurent Germain. Jacques Lepape, alors vous, le groupe CCR, il est entré déjà depuis longtemps dans cette question du réveil écologique, puisque votre rôle, c'est d'accompagner les catastrophes naturelles qu'on constate de plus en plus aujourd'hui, catastrophes naturelles donc que vous indemnisez. Alors par rapport à ce réveil justement, est-ce qu'il y a des indemnisations qui vont devenir différentes dans les primes? Est-ce que finalement tout ça va coûter plus cher? Est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher? Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Je crois qu'effectivement, comme vous le dites, la Caisse centrale de réassurance, c'est l'organisme qui... Attendez, on ne vous entend pas, je crois. Je crois qu'on ne m'entend pas. Je n'ai pas beaucoup de oui, mais je pensais qu'effectivement, on ne m'entendait pas. Donc là, j'ai la conscience écologique réveillée. Et donc, je crois que la Caisse centrale de réassurance, c'est l'organisme d'État qui aide les compagnies d'assurance à indemniser les Français, les assurés français, quand ils subissent les conséquences d'une catastrophe naturelle. Et le changement climatique fait que, comme vous le disiez, il y a des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves. Donc de quoi parle-t-on? C'est les rivières qui débordent de leur lit, qui créent des inondations. Il faut indemniser les maisons inondées, les commerces qui ont fermé. Deuxièmement, la sécheresse. En 2002, on a eu une très grande sécheresse exceptionnelle, chacun s'en souvient. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des maisons, qui ont vu des fentes qui sont apparues. C'est les assureurs français qui indemnisent et la Caisse centrale de réassurance qui vient derrière, en pratique, aider, financer une partie de ces indemnisations. Donc on est, comme vous le disiez, très pratique. On est plutôt en aval. La conscience écologique est éveillée. Et malheureusement, on voit déjà, et c'est là qu'on peut parler de colère, des gens qui sont victimes dans leur vie quotidienne des conséquences du changement climatique. Et c'est là que la Caisse intervient. Et comme vous le disiez, on voit de plus en plus de sinistres parce que le changement climatique fait qu'on a
une prévision qui est que d'ici 2050, le coût des indemnisations devrait augmenter de l'ordre de 50%. On est à peu près à 1,3 milliard, on devrait être vers 1,9 milliard. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme vous le disiez, il y a plusieurs options. La première option, c'est comme c'est plus cher et que nous ne sommes pas une banque centrale, il faut bien que quelqu'un paie. Et comme nous sommes une compagnie de réassurance qui travaille avec des compagnies d'assurance, un des choix techniques possibles est de dire que comme le changement climatique conduit à plus d'indemnisation, il faut plus de primes. Donc augmenter les primes pour que les gens soient mieux indemnisés. Une autre option, c'est de dire on n'indemnise pas mieux. Et on répartit la prime qui existe, et donc ce sera moins bien pour les gens. Mais c'est un choix possible. Un peu comme vous le disiez tout à l'heure, croissance ou décroissance. C'est un choix possible. Et justement, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a engagé une commission pour réfléchir à la façon dont on va adresser le problème de l'augmentation des coûts du fait de deux facteurs. Un, le facteur que vous avez mentionné, l'augmentation des sinistres, de leur fréquence et de leurs coûts. Et deux, le fait que les gens ils souhaitent être indemnisés mieux. C'est-à-dire, je reviens vers la situation en Ouganda. Je crois qu'effectivement, la situation en France, dans un pays très développé par rapport à un pays en développement, c'est aussi, par exemple, dans le cas de CCR, une très grande différence. Les assurés français ont la chance de bénéficier d'un régime qui, malgré la détresse dans laquelle ils sont placés quand ils subissent les conséquences du changement climatique, ils sont quand même indemnisés par leur compagnie d'assurance. Donc c'est quelque chose qui, je crois, fait partie de l'analyse qu'on doit proposer aux gens dans les choix qui sont à faire pour tirer les conséquences pratiques des changements climatiques. Il faut effectivement, comme on l'a dit précédemment, avoir des grandes politiques macroéconomiques pour émettre moins de CO2, mais malheureusement, le changement est là. Donc la question, c'est en pratique, comment fait-on? Et nous, on participe de cette façon. On indemnise et on se donne les moyens d'indemniser mieux pour répondre à la demande des assurés français. Merci beaucoup, merci Jacques Le Pape. Lizzie Wee McDade, so the main ideas you want to develop is the exposure of the... Alors vous voulez parler de l'augmentation des actions militantes et vous voulez parler du changement du système économique important. Merci Isabelle, pardon. Je suis désolé, je ne peux pas vous adresser à vous en français, je ne parle pas français, je pense. Donc, j'espère que vous me pardonnerez. Je voudrais dire que Nelson Mandela, qui est notre premier président de la démocratie sud-africaine, a eu ces célèbres paroles. Rappelez-vous que l'espoir est une arme puissante, même comme tout le reste est perdu. Et pour moi, c'est un facteur très important. Je voudrais commencer par partager avec vous une réflexion sur les COP. Rappelez-vous, nous avons vécu le COVID pendant 2 ans, puis maintenant, il a disparu. Nous avons une crise climatique. C'est la 28e année où on s'est assis, on discute à savoir comment on va régler le problème du changement climatique. Il y a quelque chose qui ne va pas. 636 lobbyistes dans l'industrie du pétrole, par exemple, ont participé à la COP 27. 25% de plus qu'à la COP 26. Donc les lobbies, pour moi, ça montre très bien ce qu'en sont les COP. Il ne s'agit pas de régler les problèmes de changement climatique, il s'agit des intérêts qui essaient de défendre, des organisations qui essaient de défendre leurs intérêts à court terme. Mais l'espoir, en fait, c'est que maintenant, on le sait, c'est exposé. Et donc, on espère que ceux qui sont impliqués dans ces processus vont prendre des mesures de façon à ce qu'on aura de plus en plus d'actions sur le terrain et pas simplement des salons où on discute. L'autre signe d'espoir, finalement, mon ami l'a dit, d'Ouganda, par exemple, c'est le militantisme. Et je pense que plutôt aujourd'hui, une session sur la démocratie et où nous en sommes par rapport à la démocratie. Moi, je pense que les gens ont abandonné l'idée de démocratie parce que les gouvernements ne représentent plus les gens pour lesquels ils travaillent, ils représentent d'autres intérêts, dans mon avis. Et ce qu'on a pu constater au cours des 10 dernières années, c'est que un défenseur de l'environnement est assassiné tous les 2 jours
Donc, mais il semblerait qu'on considère que ces voix ne comptent pas. Et c'est parce qu'on est si séparés. Je viens d'Afrique du Sud, il y a des gens qui prennent des décisions en Afrique du Sud. Par exemple, à Total est en France, prend des décisions. Et qui bénéficie de tout cela à la fin? Qui tire des bénéfices? En Afrique du Sud, on a eu une conférence pour bannir l'amiante. Et il y a des leaders qui ont dit on ne peut pas faire d'omelette sans briser des œufs. Et il y a un des hommes qui mourrait de l'amiantose, dit moi je suis un de ces œufs, je meurs de cela. Et il faut en arriver là où les gens vont s'asseoir et discuter entre eux. Et on a cet déséquilibre des pouvoirs. Et ce que l'on peut constater en Afrique du Sud, c'est que les organisations locales, les communautés sur le terrain, vont en cours, vont devant les tribunaux et ils gagnent. Et les tribunaux vont dans le sens des communautés contre les grandes entreprises. Et donc pour moi, c'est de voir comment on mesure la réussite. Les pays regardent le PIB, mais le PIB n'a pas d'effet. On ne parle pas de justice, on ne parle pas d'égalité, on parle de tout convertir en argent. C'est la valeur que l'on constate, que l'on voit. Alors pour moi, si on doit changer le système, à ce moment-là, il faut que l'on regarde comment on mesure ce succès. Qu'est-ce que c'est la prospérité? J'ai entendu ce concept. C'est quoi la prospérité? Est-ce que c'est la richesse financière? Est-ce que c'est ça la prospérité? Et si quelqu'un d'autre risque sa vie ou meurt parce que vous avez une vie plus confortable. Il y a beaucoup d'œufs qui sont brisés, qui sont cassés actuellement. Et il faut penser à des solutions. Il faut toujours penser à la justice, à l'égalité. De quel côté de l'histoire voulez-vous vous situer? Merci. Merci infiniment. Le débat entre vous, merci beaucoup. On va commencer le débat entre vous et puis bien sûr après je vous demanderai de participer aussi parce que je pense que c'est intéressant qu'il y ait de l'interactivité donc avec la salle et on a laissé justement pas mal de temps pour des questions. Alors peut-être d'abord dans la ligne droite de ce que vous nous avez dit, donc quelles sont les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui? On a commencé à l'évoquer. Est-ce que ça passe beaucoup disent que c'est la décroissance. Est-ce que c'est plutôt l'éco-modernisation? Voilà, quelles sont les solutions que vous préconisez? On peut faire un rapide tour de table là-dessus. Claudia, peut-être? La recherche, les solutions évidemment technologiques dans la mesure du possible. Après, la décroissance au sens où consommer moins de tout, j'y crois pas. Pourquoi vous parce que simplement on le voit bien, enfin on peut pas juste aller vers le moins. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un peu réorienter notre type de consommation. En fait, il y a un type de consommation rapide où on achète et on rachète les mêmes choses très fréquemment dans l'année, par exemple la fast fashion, des trucs comme ça, où on sent qu'on est en train vraiment d'épuiser la planète pour des choses, des types de consommation dans lesquels le temps joue contre nous, c'est-à-dire qu'on s'en lasse très vite. Il y a d'autres types de consommation dans lesquels le temps joue pour nous, c'est-à-dire que plus on le fait, et plus on y prend goût, et plus ça dure, et ça demande un investissement initial pour apprendre à l'apprécier. Bon, je sais pas, la musique, l'art, toutes choses pour lesquelles il faut faire un petit effort initial, mais après, on en profite plus longtemps. Et donc dans ce cas, il y a moins d'utilisation intensive et répétée, et récursive des ressources pour des choses dont finalement on se lasse assez vite. Donc je me dirais, c'est pas consommer moins, c'est peut-être un peu réorienter le type de consommation. Faire davantage peut-être de recyclage, d'économie circulaire? Aussi, évidemment. Ouais. D'accord. Vos idées là-dessus, Immaculate? What are you thinking about this question? Que pensez-vous de cette question? Merci Isabelle. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faut davantage de femmes dans les sujets liés au climat. Il nous faut la participation active des femmes dans les sphères sociales, politiques, économiques. Des femmes qui puissent parler, qui puissent défendre leur cause. Nous savons ce qui nous touche. Moi, je demande aux pays de renforcer la coopération. Nous, en tant que militants du climat, en fait, on
parle au nom de ces personnes, mais souvent il y a des promesses qui sont creuses. Il faut désinvestir dans les combustibles fossiles, il faut investir davantage dans les énergies renouvelables. En fait, c'est un message que nous avons véhiculé, mais ce sont des promesses vaines. Comme ma collègue l'a dit, il y a des COP. On va arriver à la 28e COP, mais on voit finalement que les promesses sont vaines. Les personnes qui sont responsables de la crise climatique au Nord pèsent sur nous, les pays du Sud, et donc les pays du Nord doivent payer pour les dégâts. Cela ne doit pas être des promesses vaines qui sont formulées lors des conférences, et rien ne se passe. Nous avons besoin d'action. Je crois que la solution ne peut absolument pas venir de la décroissance, pour une raison extrêmement simple et qui est mathématique, qui est qu'il va falloir faire des investissements massifs, et notamment des investissements massifs dans les énergies renouvelables pour pouvoir réduire les émissions. Le dernier rapport de Jean Pisani-Ferry estime à 2% du PIB par an à horizon 2030 les investissements nécessaires pour construire. En France, il faudrait multiplier par 7 le parc éolien, il faudrait multiplier par 2 au moins le parc solaire à horizon 2030. Tout ça parce que nous devons produire 40% de plus d'électricité à l'horizon 2040 si nous voulons être carbone neutral. Donc, pour qu'on génère assez, je dirais, de valeur pour faire ces investissements, nous devons croître, car sinon nous n'aurons pas l'argent, nous n'aurons pas les moyens d'investir pour arriver au zéro carbone. Donc la solution, c'est naturellement pas la décroissance, c'est évidemment de faire confiance aux entreprises et au pouvoir public pour trouver les financements nécessaires, publics-privés, pour construire les infrastructures nécessaires à la décarbonation. Alors pour vous, Jacques ? Je suis aussi sur la thèse de la croissance et pas de la décroissance. Pourquoi? Parce que, par exemple, à la Caisse centrale de réassurance, on estime qu'une des solutions à cette évolution négative, c'est l'investissement dans la prévention. De quoi s'agit-il? Il s'agit pour les communes de construire des digues ou des barrages à l'endroit où il y a des inondations qui deviennent de plus en plus fréquentes. Il s'agit, quand une maison est en risque d'avoir des craquures à cause de la sécheresse, de lui permettre de s'équiper d'un bac à eau qui retient l'eau l'été et qui, du coup, limite l'effet de la sécheresse l'été. Et il s'agit aussi, de façon très concrète et pas nécessairement financière, d'éviter de construire des habitations ou des immeubles dans des endroits où il y a des inondations ou, au contraire, qui sont très sujets à sécheresse. Oui, éviter de faire de choses très pratiques. Éviter de faire ce qu'on a fait, la bétonisation, comme on dit. Mais absolument. Et donc, nous, on pense qu'avec quelques règles comme celle-là, on limite beaucoup la facture qui est devant nous. C'est du bon sens, c'est très pratique et on y travaille. So Lizzie, what do you think? Alors moi, je pense que cette question de la croissance et de la décroissance, ce n'est pas la bonne question. Ce n'est pas le bon enjeu. Il faut se pencher sur ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de ponts? Est-ce qu'on a besoin d'écoles? Oui, on a besoin de ces choses-là. Mais comment on prend ces décisions? En fait, il faut renforcer l'utilisation des énergies renouvelables, mais il faut mieux gérer les ressources naturelles. Vous savez que l'exploitation minière se traduise par une violation des droits humains. Donc pour moi, le défi est le suivant. Est-ce qu'il y a un conseiller qui vous dit comment votre entreprise affecte l'environnement, comment les décisions sont prises? Vous savez, les entreprises peuvent faire preuve d'innovation, ça c'est bien. Alors c'est bien le rôle des politiques, mais il faut penser à tous ceux qui seront affectés et touchés. Vous n'allez pas résoudre la crise, vous allez créer une crise et ne pas résoudre les autres. Donc c'est une question de pouvoir des personnes et il faut impliquer toutes les personnes qui sont impliquées dans vos décisions d'entreprise. Par rapport à ce que nous dit Lizzie? Oui, c'est une idée intéressante, effectivement, de travailler sur la composition des conseils d'administration des entreprises pour mieux prendre en compte les enjeux liés au changement climatique. C'est une très bonne suggestion. Mais les entreprises, elles agissent déjà. Et elles agissent déjà pourquoi?
parce qu'il y a au moins 3 raisons pour lesquelles une entreprise qui ne se transforme pas en fonction du changement climatique échouerait. La première raison, c'est la guerre des talents. Aujourd'hui, il y a 63% des jeunes qui répondent à la question sur leur avenir qui disent qu'ils peuvent renoncer à une offre d'emploi si l'entreprise n'est pas exemplaire en matière de transition énergétique. Or, si je prends mon entreprise, je recrute 3500 personnes chaque année. Si je ne fais pas de progrès, je ne serai pas compétitif pour attirer les meilleurs talents au sein de l'entreprise. Deuxième raison, le financement. Aujourd'hui, les banques orientent les financements vers les entreprises qui contribuent à la lutte contre le changement climatique. Une entreprise qui a des besoins d'investissement pour croître, si elle ne montre pas qu'elle, concrètement, au travers de KPI, que la banque vérifie qu'elle travaille pour la lutte contre le changement climatique, ces sources de financement vont se tarir. Et enfin, troisième raison, quand on regarde aujourd'hui l'évaluation de la valeur des entreprises sur le marché, les entreprises qui peuvent démontrer un impact concret sur la lutte contre le changement climatique voient leur valorisation augmenter relativement par rapport à celles qui ne le font pas. Et vous parlez des talents, il y a aussi la quête de sens très importante, notamment chez les jeunes générations qui demandent d'avoir des boulots avec un sens véritable. Hein. Oui, et par rapport à cette quête de sens, il faut que l'entreprise soit en capacité de le démontrer factuellement. Aujourd'hui, le discours n'imprime absolument pas. Et aujourd'hui, les faits, une entreprise, ce qu'elle fait, et on a évoqué quelques exemples, c'est sur la place publique. Et donc, une entreprise, quand bien même elle ne serait pas exemplaire en matière de transition écologique, on va le voir. Donc, de toute façon, elle n'aurait pas intérêt à le faire. On est parti dans un mouvement finalement, donc on va dire un peu irréversible. Claudia, je ne sais pas si Jacques voulait réagir aussi. Immaculate. Oui, justement, sur les aspirations des jeunes, on a mené une grande enquête dans une grande école de commerce française. En faisant des expériences de choix, on propose différents... on leur demande, voilà, entre 2 emplois, lequel vous choisiriez. Donc il y en a un dans lequel l'entreprise est activement engagée dans la réduction de ses émissions de CO2. Et puis l'autre, non, les salaires sont différents. Et en fait, on voit que parmi toutes les choses, les aménités, comme on dit, qu'on peut proposer aux gens, ou qu'on peut trouver dans différents emplois, c'est vraiment l'action en termes de réduction des émissions de CO2, donc l'action environnementale des entreprises qui compte le plus. Dans notre enquête, les gens, la propension moyenne à payer, donc en moyenne, ces étudiants en master sont prêts à renoncer à 15% de leur salaire pour être dans une entreprise qui est activement et crédiblement engagée dans la réduction de ses émissions de CO2 par rapport à une autre entreprise. Et parmi toutes les autres aménités, il y a d'autres cas où ils ont plus de temps, plus de flexibilité. Il y a un cas où le management est plus flexible. Enfin, il y a plein d'autres choses. Vraiment, c'est l'environnement qui compte le plus. C'est vraiment le critère. Et c'est un critère qui reflète une préférence intrinsèque profonde, qui n'est absolument pas influencée dans cette expérience par le fait qu'on dise aux étudiants ce que font les autres ou ce que pensent les autres. C'est complètement indifférent. C'est vraiment une préférence, un choix, une exigence qui est complètement fondamentale et intrinsèque et personnelle. Jacques Lepape, vous ressentez la même chose aussi chez vous? Oui, je dirais 2 choses. La première, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, je crois que en matière d'assurance, par exemple, une des questions pour le marché et pour nous, c'est de savoir si quand les choses sont mieux gérées au niveau environnemental, on doit moduler les primes ou pas. Si on doit, par exemple, faire payer davantage de primes dans les endroits où il y a plus de catastrophes que dans les autres. Et là, on voit bien que c'est un choix qui n'est pas complètement évident, parce que quand on a ce genre de choix à faire, il y a un choix entre la solidarité... Voilà, c'est contraire au principe de l'assurance, voilà, en fait. Hein. Entre les gens qui sont plus à risque, ou alors chacun pour soi, et on gère au mieux. De façon plus générale, je crois que ce qui est important sur ces sujets, c'est de dire la vérité aux gens. Parce que je pense que un des gros problèmes des débats sur ces sujets, c'est que les chiffres ne sont pas nécessairement suffisamment objectivés. Pourquoi il y a un réchauffement climatique? Quels sont les chiffres? Et 2, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est très modeste et très pratique, mais ce qu'on peut faire, c'est dire, voilà, nous on pense que dans le trend de réchauffement climatique qui est celui-là, il y a un risque que le régime de catastrophes naturelles dont bénéficient les Français coûte plus cher. Et donc, pour le conserver, si on souhaite le conserver, il faut augmenter les primes, faire autre chose. Si on veut l'améliorer, ça va coûter plus cher. Il faut faire également des efforts financiers ou normatifs.
Et je crois que c'est en disant les choses, en partageant et en faisant un débat pour que chacun soit confortable avec un exposé factuel de ce qui est devant nous, qu'on arrive à créer aussi un processus de décision qui, au sein des conseils d'administration ou de façon plus générale dans la vie publique, est admis par les gens. Je pense qu'il ne s'agit pas de faire des grands discours, il s'agit de regarder quelle est la réalité et comment on peut y faire face. Effectivement, ce financement sera important. On sait que cette transition écologique, elle a un coût et qui sera effectivement très important. Lizzie, oui, Immaculée, vous voulez rajouter quelque chose sur ce thème de cette quête de sens des jeunes générations, de cette volonté pour les entreprises finalement de respecter ces normes environnementales. Sinon, les talents partiront. I think it's more than that. It's not... Oui, c'est vrai, mais c'est bien plus que cela. Bien sûr, les talents vont quitter, mais en fait, on ne veut pas avoir le monde dans lequel nous vivons. Les gens sont désespérés. Et les gens qui ont de la connaissance voient la situation se détériorer. Alors aujourd'hui, on est là, il fait très chaud. Mais imaginez-vous la situation dans le Sud. C'est une question de pouvoir. Si vous dites à quelqu'un dans un conseil d'administration... on veut investir dans le gaz et du pétrole et si on doit compenser les personnes, cela va nous coûter beaucoup. Mais en Afrique, le coût est moindre. Donc c'est une question d'équilibre des pouvoirs. Tout dépend des faits. Et c'est vrai qu'il faut impliquer tous ceux qui sont touchés par ces décisions. Donc on ne peut pas rester assis et on va prendre des décisions en France et qui vont avoir un impact sur l'Afrique méridionale ou l'Afrique du Sud. Non, je pense que les gens de l'Afrique méridionale, les gens de l'Afrique du Sud doivent être ici à la table des discussions. Tout cela porte sur la prise de décision. Ce n'est pas simplement une question de l'argent. Vous savez, l'économie, ce n'est pas de l'argent, c'est aussi de l'éthique, de la moralité. C'est une question de justice. Nous sommes dans un monde inique et la crise climatique rend les inégalités plus fortes et il faut changer les choses, il faut mettre en place des solutions beaucoup plus radicales et nous n'avons pas trop le temps d'y réfléchir. Voilà, moi, ce que je pense. Immaculée, vous êtes d'accord? You agree with Lizzie, oui, Vous êtes d'accord avec Lizzie, oui, je suppose. Avec ce qui vient d'être dit par Lizzie, oui. Yeah, sure. Oui, bien évidemment, j'abonde dans son sens. Il faut écouter les personnes qui sont les plus affectées, notamment les peuples autochtones. Notamment en Ouganda, la crise climatique est une menace partout. Mais bien sûr, je sais qu'il y a une crise climatique en Afrique du Sud. Moi, je ne peux pas parler de cette crise, mais ce qui est important, c'est d'écouter de ceux qui se trouvent en première ligne de cette crise. La crise climatique, ce n'est pas l'avenir, mais la crise climatique nous vole le présent. Donc, il faut agir de façon impérieuse. Je voudrais rajouter quelque chose. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer les affaires, il y a de la résistance et la résistance s'organise et la résistance commence à toucher les entreprises qui ne pensent qu'à l'argent. Donc je pense que ce mouvement va se poursuivre. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'innovation dans le monde industriel. Nous avons besoin de travailler de concert. Ça, c'est la seule façon de trouver une solution et il faut avoir une pensée pour l'avenir et se pencher sur les 50 prochaines années à venir. À poser à notre panel d'intervenants. On va vous passer un micro tout de suite. Voilà, madame, à lever la main, s'il vous plaît. Merci de lui apporter un micro. Si vous pouvez vous présenter, merci. Oui, bonjour. Alors, j'ai 2 points. Parlez bien près du micro, merci. Oui, je n'achète plus de produits d'entretien, je n'achète plus de lessive pour faire la lessive, de produits à lessive, je n'achète plus de dentifrice, je les fais. Bon. J'économise, mais surtout j'économise pour la planète en produits et en contenants. Mais si tout le monde fait ça, il va y avoir des usines qui vont fermer.
Donc ça veut dire qu'il faut penser à ça et préparer des reconversions. Hein, parce que ces gens-là, si par ma faute, ils n'ont plus de travail, bon, il faut trouver une solution. Ils ont le droit de travailler aussi. Un autre point. Je suis allée à Lyon, au quartier des Confluences. Tout ce quartier-là, il y avait une obligation, c'était que les bâtiments soient zéro émission ou à émission positive, hein, c'est-à-dire sur le plan de l'énergie. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça partout? Est-ce uniquement un coût? Est-ce un coût à court terme et à long terme, hein? Est-ce uniquement parce qu'on n'a pas les personnes actuellement, pas assez de personnes formées? Voilà la question. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, je pense que c'est Laurent qui va vous répondre, en tout cas en ce qui concerne les bâtiments. Alors peut-être pas sur répondre sur le enfin, j'ai déjà répondu sur le bâtiment, le fait qu'en travaillant sur les bâtiments, on peut réduire la consommation énergétique de façon très significative. Donc c'est évidemment une des orientations majeures à suivre. Ce que vous évoquez, madame, c'est le concept de sobriété. Parce que les décisions que vous avez prises, vous, c'est une décision d'être plus sobre dans vos comportements. Et on voit que ça, c'est très puissant. Je prends l'exemple de ce que les Français ont fait que lorsqu'il y avait des risques de coupure d'électricité l'hiver dernier. On a conseillé à tous les Français de ne pas chauffer à plus de 19 degrés. La conséquence, c'est que par un seul comportement qui d'ailleurs ne coûte rien à personne, la consommation d'électricité dans le pays a diminué de 10%. Donc la sobriété, c'est évidemment une part de la solution. Mais il ne faut pas confondre évidemment la sobriété et la décroissance. Être sobre, ce n'est pas forcément, je dirais, se faire l'avocat de la décroissance. Alors l'autre question, c'était l'autre partie sur le fait qu'il va y avoir effectivement des reconversions à faire. Mais ça c'est évident. Mais de tout temps, l'économie a évolué de façon schumpeterienne. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné des entreprises qui ne correspondent plus à la demande du marché, qui disparaissent, et des entreprises qui, elles, répondent à la demande du marché et qui sont créées. Et de tout temps, c'est comme ça que l'économie a fonctionné. Hein, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice de Schumpeter. Et c'est ce qui va se passer avec le changement climatique. Jacques, le pape, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste pour aller dans le même sens, pour répondre à la question de madame, qui est une question très très juste. Moi, j'ai deux éléments. C'est une vraie question. Donc je pense que pour y répondre, il faut avoir des éléments concrets et factuels pour savoir quel est l'impact de comportement de consommateurs individuels tels que vous citez. Et ensuite, je reviens à décroissance versus croissance. Quand on est en croissance, eh bien, vous pouvez avoir beaucoup de gens qui font comme vous et les autres qui continuent à consommer, et donc ça ne supprime pas d'emplois. Donc il ne faut quand même pas oublier aussi cet aspect-là des choses. On est heureusement à la marge, c'est-à-dire que s'il y a de la croissance, de toute façon, il y a de plus en plus de population sur Terre. Donc si l'économie suit la croissance démographique, on doit pouvoir faire les deux. Et le tout, c'est de trouver le juste milieu entre ces deux tendances-là. Une autre question peut-être Non, pas vraiment. Claudia, vous voulez peut-être rajouter un élément de complément? Ah oui, pardon, il y a une question. Ah pardon, je ne vous voyais pas. Pardon. Bonjour. Ce sera a cappella, alors Non, on vous entend. On m'entend très bien. Je suis un petit peu étonnée par ce que je viens d'entendre, et en particulier quand j'entends qu'on ne peut pas demander aux gens de consommer moins. Je suis décroissante depuis de nombreuses années. Je vis très bien, voire mieux qu'avant. Je ne m'éclaire pas à la bougie et je ne prends pas des douches froides tous les jours. Je vis normalement, mais je m'applique les principes que je défends. Consommer moins, ça n'est pas une illusion, c'est une nécessité désormais. Ne serait-ce que ne plus gaspiller. Nous gaspillons un tiers de nos ressources alimentaires, nous gaspillons un tiers de notre énergie. Est-il raisonnable d'acheter en moyenne en France 40 vêtements par an et par personne, quand on sait que les 2 tiers pratiquement de ces vêtements vont aller, ce sont des milliers de tonnes, qui vont aller échouer en Afrique pour être prétendument recyclés. On se sert naturellement toujours des pays du tiers-monde pour recycler nos déchets plastiques et nos déchets textiles. Il faut absolument moins consommer, il n'y a pas d'autre voie.
J'ai l'impression un peu qu'on est dans un débat qui date de 10 ans. L'heure n'est plus à la modération, à la prudence, à faire preuve d'un peu de sobriété et d'un peu de rénovation énergétique. Il y a une urgence écologique, celle qui provoque les catastrophes climatiques dont monsieur s'occupe de gérer les assurances. Et devant cette urgence écologique qui est avérée et reconnue par tout le monde, il y a urgence à moins consommer. On ne peut pas demander, en effet, aux pays en voie de développement de copier notre modèle de surconsommation et de gaspillage. Il faut avant tout être un modèle et ça ne passera de toute façon. La récession, comme je le dis, se chargera de la décroissance, mais ça passe forcément par une déconsommation. Et le PIB n'est pas le seul indicateur de bonheur. Je sais bien qu'on est aux rencontres économiques, mais il faut désormais prendre en économie d'autres indicateurs que le PIB. Donc oui, je suis désolée, oui pour la décroissance. Merci en tout cas, il y a matière à débat en tout cas, Claudia. Non mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est que il y a la décroissance au sens, là vous parlez de la consommation, moi je parlais aussi de la consommation. Donc, réduction de la consommation pour ces produits avec un cycle extrêmement rapide. Je pensais exactement à la même chose que vous, c'est-à-dire ces vêtements qu'on achète avec maintenant désormais des saisons, enfin 4 fois par an ou plus, encore plus, le renouvellement de la gamme. Mais en fait, consommer moins de toutes ces choses qui finalement passent très vite, ça ne veut pas dire qu'on consomme moins de tout. Comme monsieur l'a expliqué, il faut investir dans les énergies, les innovations, les bâtiments, etc. Donc, au total, on ne va pas forcément produire et consommer moins, mais par contre, on va consommer moins de tout ce qui gaspille inutilement peut-être la planète. Je veux dire quelque chose sur le fait que vous avez dit certains font des efforts, d'autres n'en font pas, donc finalement ça se compense. Enfin, vous aviez l'air de présenter ça comme une bonne chose. Ça peut être quelque chose de décourageant, de se dire finalement, mais nous, ce qu'on fait, à quoi ça sert? On représente 1% de la consommation ou de l'émission de CO2, donc à quoi bon? En fait, il faut arrêter de penser comme ça parce que il y a dans la transition, dans le changement de comportement, il y a une espèce de principe de réciprocité. C'est-à-dire, je fais un effort si je vois que les autres le font. Et donc, même si les efforts qu'on fait sont minoritaires, il faut quand même le faire parce que ça a une valeur démonstrative qui après emporte les actions des autres. Donc, il faut un peu être déontologique par moment et juste faire ce qu'il faut pour que le principe s'établisse et qu'après, les gens le fassent en petit, en grand, mais juste le fassent. Laurent, pour compléter donc la réponse. Non, je crois qu'il ne faut pas que l'ensemble de la consommation baisse. Par exemple, la consommation d'énergie décarbonée, d'électricité, doit augmenter. Car si nous ne reconvertissons pas une très large part du parc automobile, on n'arrivera pas à décarboner. Et les gens ne vont pas abandonner leur voiture du jour au lendemain, en particulier dans les pays en voie de développement où l'acquisition d'une voiture est le premier acte, je dirais, de passage dans la classe moyenne. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans tous les pays en développement, ça s'est toujours passé comme ça et je ne crois pas que ça soit différent. Et donc, il faut absolument que la consommation d'énergie décarbonée augmente et que donc la production d'énergie décarbonée augmente. Et pour cela, il faut faire de la croissance, il faut permettre aux entreprises qui produisent de l'énergie décarbonée produisent beaucoup plus qu'avant. Je disais l'exemple de la France, au moins 40%. Et derrière ça, c'est de la croissance, ce n'est pas de la décroissance. Lizzie, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Yes, Oui, je voulais simplement dire que lorsque nous on regarde aux alternatives, première question, je l'ai mentionné tout à l'heure, de fabriquer sa propre dentifrice, son propre dentifrice, c'est l'économie circulaire et c'est un endroit où on peut redéployer des emplois. Par exemple, avec une nouvelle économie localisée. Et ça adresse la deuxième question également, c'est-à-dire la consommation. Nos consommations personnelles peuvent changer, mais je pense que pour tout un chacun, il faut qu'on soit d'accord sur une chose, c'est qu'il ne s'agit pas de moins d'impact, il s'agit que chaque décision doit avoir l'objectif de restaurer la planète. Ce n'est pas une question de plus d'avoir moins d'impact, c'est de restaurer, de corriger les impacts. Donc, l'âge de pierre n'a pas disparu parce qu'on n'avait plus de pierre. Hein? Donc attention, c'est vraiment les choses peuvent être différentes. Si on change d'état d'esprit. Jacques,
très concret pour faire suite aux propos de Madame sur le gaspillage. Moi, je suis d'accord que le bon sens et les choses très pratiques sont les plus importantes et les plus efficaces. Si on regarde notre affaire d'assurance et de prévention, le choix finalement pour un régime comme le régime des catastrophes naturelles, c'est est-ce que vous dépensez de l'argent après pour faire les réparations ou avant pour avoir construit des digues et des barrages pour que les dégâts ne soient pas là. Et c'est ce genre de décision très économique qu'il faut prendre, et il faut les prendre tôt et avec un certain consensus sur l'impact que ça va avoir. Moi, je pense que c'est effectivement avec ce genre de raisonnement qu'on progresse sans avoir des débats théologiques et qui finalement ne produisent pas d'effets suffisants par rapport à l'ampleur du problème. Immaculate, you want to say something more about that question? Yes. Oui, comme on l'a dit, c'est bien de consommer moins, mais ceci remonte à ce qu'il y a... Donc, dans quoi on a investi? Donc, au départ, on a parlé de réduire les investissements dans les émissions de carbone, mais il s'agit finalement de dire dans quoi on investit qui est renouvelable, parce que pour chaque dollar investi dans les renouvelables, ça correspond à 60-70% des créations d'emplois. On peut consommer moins, mais tout dépend de ce qu'on consomme réellement. Oui. Non. Bah oui, monsieur. On vous passe un micro. Bonjour. Bonjour tout le monde. Mes respects. Bravo pour ce panel et cette conférence, ce meeting là à Aix. Et bravo pour la mairesse de Aix, Sophie. C'est un début, le premier pas de l'évolution pour Marseille aussi. Donc, une question. Vous parlez sur les déchets, car au sud, ils consomment beaucoup. Qui dit consommation, des TVA, des impôts. Plus les gens y consomment, plus ils produisent des déchets. Donc, il faudra qu'ils soient écolos. Est-ce qu'ils peuvent être écolos et quelle est la stratégie d'être écolo au sud? Merci. Thank you. Respect tout le monde. Si je peux parler en anglais, il n'y a pas de problème. Merci. Merci pour votre question. Alors, qui veut répondre à propos des déchets? Donc, la question des déchets qui est une question importante, c'est vrai? Claudia, Lizzie, oui? Allez. I'm not from here. Je ne viens pas d'ici, mais je peux peut-être faire quelques suggestions. C'est que je crois que si on construit quelque chose, si on produit quelque chose, il faut que ça soit produit de manière à ce que ça soit démontable, enfin bon, et puis recyclable, et non pas jeté comme déchet. Et donc les entreprises doivent être jugées en fonction de comment elles peuvent produire des biens qui sont durables et qui peuvent être recyclables. Et comment c'est possible que ce déchet devienne finalement une matière première pour une autre industrie. Et si on réfléchit comme ça, si notre esprit est tourné comme ça, on progresse. Non, Claudia? Non, mais finalement, ça boucle bien avec ce que disait Monsieur le Pape, quoi. C'est que quand on veut évaluer les avantages ou le coût surtout d'une production ou d'une consommation, il faut penser le process jusqu'au bout, y compris jusqu'aux déchets éventuellement, et à l'avance, s'il y a des conséquences négatives, l'assurance. Et donc je crois que c'est ça maintenant le réveil des consciences écologiques, c'est d'arrêter de voir juste le petit bout de la lorgnette et puis de voir beaucoup plus loin jusqu'à la fin, jusqu'aux conséquences ultimes de ce qu'on fait. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à tous, on peut les applaudir. Merci à vous pour votre participation.